Bienvenue à cet épisode de votre podcast Solemn, le podcast où on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Jean-François Tremblay de Commun Capital, de Flip Academy, de l'émission Les Chasseurs de maison. Il a fait pas mal d'affaires dans sa carrière. En fait, c'est une des références les plus sollicitées en immobilier au Québec. Aujourd'hui, on va parler de logement abordable, on va parler de problèmes sociaux, des problèmes de société. On va rentrer vraiment deep dans le sujet qui sont parfois des sujets tabous, mais aujourd'hui, on va l'adresser sans tabou. Puis ça va être une émission qui va être extrêmement intéressante. On va parler également du parcours de Jean-François, qui est assez remarquable, d'où il vient, le petit gars du trailer park qui aujourd'hui est une des références les plus sollicitées en immobilier au Québec. All right! Merci d'être là, messieurs. Merci d'être là, JF. Yes. Merci à vous de l'invitation. C'est un plaisir que tu sois ici aujourd'hui. Je sais que tu étais vraiment, vraiment excité de venir ici. Tu as même pris la peine de te présenter la mauvaise semaine pour venir au podcast. Fait que je sais pas si tu étais vraiment excité ou peut-être un peu désorganisé, là, à toi de nous le dire. Mais... C'est un savant mélange des deux parce que j'étais vraiment motivé à venir ici. Puis là, tout le long que là, je me prépare une journée, je me dis, bon, aujourd'hui, il faut tout que je tasse. J'ai tassé un meeting crissement important pour venir ici. En plus, c'est pas vrai. Il a fallu que je le push, je choke le gars, je fais comme esti, je suis désorganisé, j'avais oublié de cliquer sur accepter. Puis là, j'étais comme esti, c'est aujourd'hui. Fait que là, je parlais à ma blonde en m'en venant, je comme là, il a fallu que je tasse un meeting que j'avais, puis le kit. Fait que là, en tout cas, là, on parle de ça, puis le kit. Fait que finalement, j'arrive ici. Puis là, je sonne. Là, il y a une madame qui m'ouvre. Puis là, dans sa face, t'avais juste comme un point d'interrogation. Puis là, elle parlait pas vraiment français, je pense. Non, c'est un anglophone. Fait que là, je dis Yes, I want to talk at Gabrielle. Fait qu'elle dit Vous? Et là, genre, Gabrielle Dupuis. Et là, not there. Là, je sors mon application. La femme de ménage. Je montre mon application, tu sais, je montre que genre j'ai un rendez-vous ici, tu sais, comme pas parler d'un esprit. Il y a un bizarroïde à la porte, là, qui est là juste à. On l'a pas vu sur caméra, surtout. Je sais pas. Ouais, je sais, t'étais pas genre, filmé. je dis, hey, s'il vous plaît. Fait que. We're not interested. We're not interested. Ça comprend rien de ce que j'ai dit, juste là d'un pervers à la porte, un peu mélangé. Puis j'avais eu une brillante idée de prendre une petite puff dans le char avant pour être in the zone, tu sais. Puis j'avais vraiment. J'étais vraiment juste pas là, man. Ah ouais, fait que là, j'ai fait comme là, il faut que j'arrête. J'ai juste sur mon iPhone, je l'ai mis dans mes poches, j'ai dit good day. Je suis parti. Good day. Ouais, est-ce correct? Au moins, t'as pas trop traumatisé. Dans mon char, j'ai appelé Gab. J'ai fait hey man, c'est-tu bien à l'adresse? Ouais, là, c'est la semaine prochaine. Je suis tabarnache. La semaine d'avant, il me disait justement qu'on était bien organisé, d'avoir des horaires. Ouais. On y envoyait dans son calendrier. Ouais. Puis ton meeting que t'avais cancellé, c'était-tu dans le coin ou Non, vraiment pas. Ça Tu peux pas retourner à ça, là. Vaudreuil-Dorion. Des Vaudreuil-Dorion. Je suis arrivé ici, j'ai fait bon, c'était pas ça. Fait que ça va aller la semaine prochaine. Ben, écoute, ça a repris 2 shots pour t'avoir assis ici dans Exact, le divan orange. Peau. Peau. Brun. Bref, Cuir. brun, cuir. Bronzé. En fait, pour te mettre dans le contexte un petit peu, le podcast Solemn, c'est un podcast où on met l'emphase vraiment sur le parcours des invités. On met un petit peu moins d'emphase sur la destination. Mais par contre, on aime ça quand même toucher pour que les gens comprennent, se mettent un peu dans le contexte, à comprendre qui tu es. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer par ça. Si tu peux nous présenter un peu c'est qui JF Tremblay aujourd'hui. Puis après ça, ben, si tu nous le permets, puis si tu nous offres ce cadeau-là d'aller dans ton entière vulnérabilité, on va faire un backtrack, puis après ça, on va venir suivre un petit peu ton parcours de comment tu t'es rendu où est-ce que tu es aujourd'hui. Puis on a même pris la peine là, de mettre du popcorn sur la table parce que on s'est dit JF Tremblay il vient aujourd'hui, ça va être un esti de bon show. Fait on va en prendre ça. Tu vas exactement. C'est du vrai, c'est correct. Quand j'arrivais en plus de ça, j'ai vu des Ferrero Rocher, je suis sauté là-dedans. Exactement. Get a ring, les gars sont prêts. Fait que si tu veux commencer peut-être par te présenter, c'est qui JF Tremblay aujourd'hui? C'est quoi tes possessions? Dans quoi tu œuvres en ce moment? C'est quoi tes compagnies? Qu'est-ce que tu fais? Ben, aujourd'hui, dans le fond, je travaille avec mon partenaire Vincent dans l'entreprise qui s'appelle Commun Capital, qui a été la suite logique de ce que j'avais fait avant dans ma vie. Puis qui est en fait une entreprise qui a comme 3 volets en ce moment.
On ne peut pas dire que ça va être plus tard. Mais en ce moment, c'est 3 volets. C'est principalement la consultation, vigie pour les actionnaires, gouvernance, qu'on fait tout dans un accompagnement. Fait que ça veut dire qu'on a un département là, vraiment de stratégie qui vient supporter, on va dire, des entrepreneurs immobiliers. Soit en développement, soit ceux qui ont déjà des gros parcs. On va faire de la vigie pour eux autres et voir s'ils ont des bonnes techniques de gouvernance. Là, je sais que ça n'a pas l'air de ça de l'externe, mais c'est vrai, là. Genre, je vous jure, les gars. Mais, ouais, je te le dis. Puis là, ben moi, dans le fond, je fais le développement des affaires pour cette entreprise-là. Puis Vincent, lui, il fait plutôt le côté administration. Ça, c'est un volet. L'autre volet, ben actuellement, ben on fait également du développement. Fait qu'on a des sites qu'on est en train de développer. Puis c'est plutôt axé sur des brands, je pense. Qu'il y a des sites qu'on veut développer, c'est-à-dire des manières de faire, des modèles d'affaires. Parce que, tu sais, c'est facile de faire des choses quand il n'y a pas de raison de les faire. Moi, je suis comme incapable de le faire. Fait qu'il faut que je me donne une raison, sinon ça avance pas. Une motivation. Ouais, exact. Fait que on travaille sur 2 gros concepts qu'on établit puis qu'on suit idéalement les zones d'innovation là, du gouvernement du Québec qui ont établi un projet en développement social et abordable qui va être probablement le plus gros au Canada dans son gabarit. Puis il y a un autre projet qui se trouve à être la Maison du travailleur, qui est comme un supply, une réponse directe. Petit fil dans ma bouche. Pas tes cheveux, là. Écoute, les cheveux là. C'est le contact entre mon cerveau et ma bouche qui me parle. C'est ça, le courant qui passe, mon chum. Ouais. Fait que, genre, ça, la Maison du travailleur, ça se trouve à être une réponse directe à la pénurie dans le marché du logement, mais surtout pour répondre à un problème direct que les entreprises et les industriels ont, ce qui se trouve à être eux autres, ils ont de la misère à recruter. Maintenant, c'est une réalité, là. Ils ont vraiment un problème de recrutement à l'interne parce qu'ils n'ont pas la possibilité de loger leurs ouvriers, leurs travailleurs. Okay. Fait que notre modèle, c'est de venir intégrer les entreprises au cœur de l'action financière du modèle d'affaires de la Maison du travailleur. Ça fait-tu bien longtemps que vous travaillez sur ce projet-là? Celui-là en particulier, non. C'est un flash que j'ai eu puis qu'on a développé. La réponse a été immédiate puis assez solide. Fait que, puis on a déjà des sites qu'on a lockés pour ça. Puis qu'on va faire. Ça doit être dans des sites stratégiques où justement qu'il y a beaucoup de commerce puis que le commerce. En fait, c'est des sites qu'on vise à développer alentour en périphérie des parcs industriels. Puis c'est surtout des zones, des fois, qui sont moins assujetties à du développement résidentiel parce que c'est pas des prime spots. Okay. Mais en même temps, si on revient un petit peu dans le passé, dans le temps, tu avais un forgeron, ben il habitait à côté de sa forge, là, tu comprends? La coiffeuse, elle habitait souvent dans sa bâtisse. Son salon est en bas. Ouais, c'est ça, c'est pas... On a oublié ça avec la mobilité, tu sais. Puis d'ailleurs, ce que ça a créé, ben ça a créé le phénomène de l'individualisme, ça a créé le phénomène de ne pas avoir de véhicule. Tout le monde a des véhicules parce que tout le monde doit se déplacer. T'sais, à cette heure, être à 40 minutes de son travail, c'est comme correct. Mm-hmm. Alors que c'est illogique, soit pour côté d'environnement, côté d'efficacité, puis le lifestyle. Fait que c'est pour ça que quand on regarde les développements aujourd'hui, en tout cas du moins ceux qui visent à faire des choses qui sont intelligentes, là, c'est orienté vers le transport. T'sais, les TOD, c'est pas pour rien que ça arrive. T'sais. On a l'air des extraterrestres à parler de ça, là, mais c'est logique aussi que quand tu habites et que tu peux y aller en vélo, même si c'est dans une grosse ville, c'est ça. Mm-hmm. Puis en ce moment, ben, il faut revoir toute la dimension stratégique de Commun Capital. Une division, ben là, pas une division, là, c'est juste comme on fait du recherche et développement à revoir. Ça va ressembler à quoi la morphologie des logements? Parce qu'en ce moment, on a un problème de rentabilité généralisée dans l'immobilier. Mm-hmm. Fait il faut être capable d'adapter à les nouvelles réalités. Okay. Ouais, c'est ça qu'on fait comme un capital. C'est bon qu'est-ce que tu amènes. Puis ça, c'est un des points qui m'avait marqué beaucoup, qu'on applique justement dans le groupe Sierra puis dans nos projets de développement. Tu avais parlé
je pense que c'était dans une formation que tu avais parlé de développement durable. Puis pour la majorité des gens, développement durable, ça sonne automatiquement environnementalement parlant. Ouais, exact. Mais le développement durable, c'est pas seulement Exactement. axé sur l'environnement. Fait que, tu sais, de ce que tu parles présentement, c'est que tu adresses plusieurs problèmes dans ton développement pour être sûr que ce soit durable, mais à plusieurs niveaux, tu sais. Puis je vais aller même plus loin que ça, tu sais, parce que nous on travaille tout récemment avec NOS, là, architecture, Gilles et Charles. Puis on se rejoint sur nos visions en ce sens où Gilles a dit à un moment donné dans une élocution que le développement durable, c'est pas justement, comme tu dis, le phénomène d'environnementalisme. Là. C'est pas juste ça, c'est aussi de penser un petit peu à qu'est-ce que ça va être le CAPEX. T'sais, au Québec, on bâtit un peu comme on mange, finalement. Genre, on est tout le temps en train de manger comme des bûcherons, fait qu'on bâtit comme des bûcherons. Fait que C'est une bonne analogie, ça. le problème de ça, c'est qu'on pense pas dans 10 ans quand que genre, parce que next thing you know, la vraie rotation, la vraie durée de vie des matériaux au Québec, à cause de la température, à cause de ce qu'on est, à cause de la capacité de production qu'on a, c'est du 10-15 ans. Fait que ta rotation intérieure de ton logement va être vie utile 15 ans, plancher, cuisine, salle de bain. Tes fenêtres, ta toiture vont être sur les 15 ans. Fait que pourquoi que quand on ne le conçoit pas initialement, on n'essaie pas de penser à ça va être quoi le CAPEX dans 15 ans, que ça devienne des investissements responsables puis raisonnables en même temps. Fait que c'est de juste réfléchir à comment ça va être fait quand on va le refaire. Parce que next thing you know, c'est sûr en esti que tu vas repiocher là-dedans, que tu vas arracher le plancher, ta salle de bain, tu vas changer tes fenêtres. Fait que pourquoi pas y penser tout de suite? Fait que en y pensant tout de suite, ben on baisse les coûts plus tard. Puis en réfléchissant aussi à comment on peut faire pour optimiser les dimensions, optimiser la lumière, ben c'est toutes des affaires qui ont été oubliées à travers le temps parce que faute d'opposition, en ce moment, ce qui est l'opposition dans le marché, c'est l'argent. Fait qu'avant, on construisait, c'était 1100, 1200 pieds carrés. C'était comme ça. On savait pas. C'était-tu efficace? Non. C'était-tu bien divisé? Ça en crissait un peu, dans le fond. Là, c'était pas pertinent là, dans la discussion. C'était-tu beau? Ça en crisse un petit peu aussi. Est-ce que les gens sont bien là-dedans? Ça On s'en fout, man. Mais maintenant, on voit les normes WELL arriver. Puis nos architectes sont normés de ça. Des normes de bien-être, c'est une norme en architecture à cette heure. Fait que, est-ce que la personne va être bien? Puis c'est de repenser comment que l'environnement est fait. OK, Absolument. Si je peux te toucher un autre sujet aussi, là, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as parlé d'abordabilité. C'est un des points, je pense, qui te tient à cœur dans ton développement parce que tu en parles souvent, tu maîtrises bien le sujet aussi. Puis j'ai l'impression que présentement, le terme logement abordable est utilisé à tort et à travers. Puis je comprends qu'il y a des programmes en ce moment qui, avec la SCHL, APH Select, justement, qui vient favoriser en quelque sorte les logements abordables. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis évidemment, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont essayer peut-être de se valoriser ou de mettre un marketing de l'avant en disant logement abordable. C'est pas parce que ton logement il fit dans des critères d'abordabilité pour ton financement que ton logement est nécessairement abordable. Comment est-ce qu'on fait pour adresser cette problématique-là d'abordabilité des logements en ce moment? Personne ne semble nécessairement avoir la recette secrète, mais c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que ça existe des logements abordables? Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse en avoir, justement? Ça, tu vois, cette question-là, elle vaut les 2 fois que je vais avoir dépensé 4 heures de char pour venir ici. T'sais. Parce que, genre, ce que tu dis là, c'est vraiment l'écho du marché. Puis c'est crissement de pointe ta question. Moi, il y a 1 an et demi, quand j'ai arrêté de faire Flip Academy, j'ai compris que je pouvais être la source du problème. Tu sais, genre, puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre un pas de recul sur ce que tu es en train de faire et dire est-ce que je fais la bonne affaire? Puis quand ta voix apporte, ben, tu as une responsabilité de qu'est-ce que ça va générer, tu comprends? Exemple, on a vu Donald Trump qui a collé un attentat à son propre congrès, puis bon. Et il y a une responsabilité imputable de ça. J'ai enseigné le flip, ce qui est pas une mauvaise chose. J'ai fait faire des gens heureux, des gens peut-être qui ont été malheureux par mes enseignements. Mais à un moment donné, j'ai switch à dire, moi, j'ai commencé dans le temps à acheter sans aucune raison un terrain, puis j'ai reflippé, puis j'ai revendu, puis j'ai fait même de la promotion alentour de ça, puis j'ai vendu des formations grâce à cette passe-là d'argent que j'avais faite.
Puis après ça, ben, je m'étais dit, je vais flipper un quartier au complet. T'sais. Puis le mot flip a toujours un terme péjoratif dans l'imaginaire des Québécois, dans l'imaginaire des Canadiens, dans l'imaginaire tout court, parce qu'on pense tout de suite à on prend quelque chose, on va le rénover puis on va le vendre plus cher. Alors que la base du flip, c'est de changer le cours des choses d'un objet ou d'un emplacement. Fait que j'ai arrêté Flip Academy, je me suis mis sur mon thinking de développement, de mon développement à Saint-Jean, qui aujourd'hui on veut implanter au Québec. Parce que il y a 1 an et demi, je me souviens la première fois que j'ai parlé, comme la première fois que j'ai parlé de Flip, le monde ne savait quasiment pas c'était quoi, tu sais. Mais quand j'ai parlé de logement social et abordable, j'étais un extraterrestre. Le monde était comme, mais je comprends pas. Pourquoi? Ben, en fait, en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la crise qu'il y a là, il faut qu'on soit capable de changer les choses. Puis, il y a 2 façons de calculer l'abordabilité. La première façon, c'est de prendre les loyers médians puis d'escompter ça. Ça, c'est une façon de générer de l'abordabilité. Puis ça, c'est une manière hypocrite de le faire. C'est une manière normée de le faire. Ça veut dire que le gouvernement a mis en place des normes. Fait qu'à Westmount, on pourrait se retrouver avec du logement abordable. Abordable comparé à ce qu'il y a alentour. Alors que la crise, on n'aide pas pantoute des gens. C'est une dichotomie d'aider du monde à bâtir des logements à Westmount. On n'aide pas personne. Puis l'autre façon de calculer, c'est calculer le revenu médian puis d'aller chercher ta capacité qui est déjà bien définie, qui est comme un 33 entre 25 et 33 du revenu moyen pour l'appliquer à du revenu locatif. Parce que ton revenu d'habitation devrait techniquement être entre 25 et 35 de tes revenus moyens. Mais si on fait ça, il n'y aura pas assez d'argent pour venir secourir qu'est-ce qu'on a besoin. Fait qu'à un moment donné, politiquement, on aime mieux faire semblant qu'on a mis en place des programmes qui sont finalement, ils répondent à quoi? À un besoin de financement. Et non à un besoin locatif. En ce moment, la vraie crise, là, c'est qu'on s'en va vers une crise sociale où que les gens ne pourront plus se loger. En ce moment, on voit dans le marché des dégringolades. Puis je le vois très bien parce que moi, dans le quartier que j'ai racheté, j'avais un bureau où je faisais mes événements à Flip Academy, où les gars sont venus. Et puis moi, j'ai loué ça à un centre de jour. Un centre de jour, pour vous faire une histoire courte, c'est l'endroit où les itinérants vont pour se nourrir. Okay? Fait que t'as toutes sortes de... Tu sais, quand tu connais pas ça, mais à un moment donné, tu découvres l'écosystème, tu fais « Oh shit, ça existe. » Il y a des centres d'injection, t'as des centres de nuit, t'as des centres de jour, t'as des centres de... Bon, moi, j'ai le centre de jour. C'est mes locataires. Okay. C'est dans quelle ville, excuse? Saint-Jean. C'est à Saint-Jean. Okay. Puis, évidemment, il y avait un autre centre de jour qui a dû déménager parce qu'il y avait le phénomène de pas dans ma cour qui s'est installé alentour de ces gens-là puis de ce local-là où ce qui était. Chez nous, on a dû affronter aussi ça. Puis moi, je me suis mis les deux mains dans le plat. J'ai dit, moi, je vais aller au combat pour l'avoir, le centre de jour. C'est pas mon locataire le plus payant, mais c'est le locataire le plus important. Fait que... Puis quand on est rentré dans tout cet écosystème-là, on a compris aussi que le gars qui est dans la rue, là, ben avant, il était dans une maison de chambre. Mais là, il s'est fait crisser dehors parce que là, ils ont probablement un autre écosystème qui est mal protégé. Fait que était optimisé. Il y a du monde qui l'ont optimisé, cette maison de chambre-là. Ils ont vidé une maison de chambre qui avait 30 personnes, alors que les chambres, c'est probablement la dernière destination avant la rue. Puis, fait que ce gars-là, ben, il a été en logement toute sa vie. Ça faisait 30 ans qu'il se payait une maison de chambre. C'était pas tu sais, parce qu'au Québec, on est facile de dire, hey, un esti de BS. Mais moi, j'en ai une définition d'un esti de BS. Un esti de BS, tu peux être un esti de BS puis gagner 200 000 par année. Parce que c'est de la mauvaise foi de pas payer ton propriétaire. Pas payer. Ça, t'es un esti de BS. Mais ce gars-là, c'était une personne qui payait son dû. Là, puis il vivait pas de tous ses moyens. Il vivait dans sa chambre. Puis c'est ça qu'il pouvait se payer. Il s'est fait crisser dehors parce qu'ils ont rénové l'immeuble. Maintenant, la maison de chambre, elle coûte 800 $ par mois. La chambre. Wow. T'es-tu sérieux? Fait que le gars, sa dernière destination, alors son chèque d'aide sociale, ben, probablement que c'est une chambre à 350 qui a passé à 800. Puis, lui, son chèque, il n'a pas bougé, là. C'est 150, 600, 700. Il faut qu'il mange là-dedans. Il faut qu'il... Tu sais, fait qu'il était dans la rue. Fait que la dernière destination, c'est la rue.
Fait qu'il y a une dégringolade des classes en ce moment qu'on le voit par le manque de rotation. Parce que la personne qui est dans son logement en haut, ben, qui, elle, voulait aller en maison, elle ne va pas à cause des taux, à cause du marché qui est plus cher. Ajusté. Alors que là, cette personne-là ne peut pas sortir du marché locatif, ben, ça crée un bouchon. Puis ben, de ce bouchon-là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est qu'il y a une pénurie. Puis il n'y a personne aujourd'hui qui se dit « Hey, je vais bâtir du neuf pour être sûr de l'acheter beaucoup d'argent sur la table, de ne pas faire une crise de scène, puis de gérer les problèmes qui vont avec. Puis si je suis chanceux, là, je vais break even. Ça va être une nasty belle ride. » Fait qu'on a un problème social dans les mains. Puis il faut l'aborder. Puis moi, j'ai décidé que c'était mon cheval de Troie de venir aborder ça de la meilleure façon, puis essayer de trouver des modèles, de mettre mon cerveau à contribution finalement, de think out of the box, puis d'essayer de trouver des modèles qu'on est en train de breaker pour trouver qu'est-ce qui pourrait être le modèle le plus efficace financièrement. Parce qu'il y a une réalité financière, là, tu sais. En ce moment, c'est qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que la personne peut payer. Entre les deux, il y a un delta. C'est assez simple. Absolument. Puis je pense que, en fait, juste pour faire un parallèle, là, c'est vraiment pertinent que ce que tu dis présentement. C'est extrêmement enrichissant parce que c'est pas un discours qu'on entend régulièrement. Puis moi, en fait, le premier point qui m'avait flashé, la première formation que j'ai faite avec toi, là, pour être bien honnête, en fait, je t'ai évité pendant un bout. Je t'ai vu souvent sur les réseaux sociaux. Puis je me suis pas permis d'aller un petit peu plus loin parce que ton approche, je la trouvais rough. Je suis capable, moi, d'avoir un petit bâton dans le cul et d'être plus réservé, normalement, là, Ouais. en temps régulier. Je te le Puis confirme. je trouvais que ça répondait pas nécessairement. Puis c'est Gab qui m'avait apporté. Il est comme, il faut qu'on fasse une formation avec Jeff Tremblay. Je pense que ça faisait 5 minutes, même pas, que la formation était commencée. Puis instantanément, je me suis dit, ce gars-là, c'est un putain de génie. La première chose que tu avais parlé dans cette formation-là, c'était justement l'abordabilité. Tu sais, quand tu fais des capsules de formation, il faut que tu sois allumé en esti parce que les pépites d'or, là, ça revole, mais à pelleter. Là. Fait que là, tu pognes qu'est-ce que tu peux pogner. Puis dans cette première tranche-là de 5 minutes, c'était super intense. Tu as parlé d'abordabilité. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler de ça de cette façon-là. Puis tu as parlé aussi de mixité sociale. Ouais. Puis je pense qu'on va pouvoir faire un beau parallèle avec ton parcours, justement. Parce que moi, c'est cet élément-là qui m'avait flashé le plus. Quand tu parlais de mixité sociale, c'était jamais un mot que j'avais entendu. C'était pas un mot que j'avais entendu du tout. Puis encore une fois, merci à toi. Là, on pourra te donner une caisse de champagne en sortant, mais le groupe Sierra, encore une fois, la mixité sociale fait maintenant partie de nos valeurs puis de notre mission, justement, de développement. Est-ce que tu peux aborder ce sujet-là brièvement? Puis après ça, on va peut-être faire justement pouvoir faire le parallèle avec ton parcours puis d'où tu viens un peu puis pourquoi ça te tient autant à cœur. Bien, je pense que c'est crissement pertinent ce que tu dis. Puis je vais enchérir à dire qu'on était dans les privilégiés entrepreneurs privés qui ont été invités au sommet de l'habitation en 2022, qui est organisé par le maire de Laval et la mairesse de Longueuil. Il y avait beaucoup de gens du communautaire, beaucoup de gens des élus, de la classe politique, beaucoup de ministres. Puis on était peut-être sur 900 personnes, on était peut-être 11 du privé. Wow. Dont, sur 900? Oui, dont l'IDU avec Jean-Marc Fournier. On était aux côtés de Jean-Marc Fournier puis nous autres. Et puis, évidemment, on a entendu toutes sortes de tentatives, toutes sortes de... C'est une journée enrichissante, mais de loin, tu sais, moi, dans la classe, j'étais comme le gars qui parlait, mettons, là, pendant que le prof parlait, puis je le conne. Mais il y a des bouts où quelqu'un, c'était vraiment pertinent ou intelligent, tu sais, j'étais capable de fermer ma gueule, puis je me souviens que le bout dans cette formation-là, de cette journée-là, où j'ai fermé ma gueule, puis là, j'ai pris des notes, c'est quand que la vice-mairesse de Vienne est venue. Elle a parlé du contact qu'elle a eu, puis du concept qu'ils ont eu à Vienne, où que là-bas, les logements sociaux, ça leur appartient. Fait que tout le monde a accès à un logement. Puis ils les mettent partout. Fait que c'est comme ça à Westmount, t'avais pas de glitch d'architecture, puis il n'y a pas de glitch social, parce que dans l'immeuble, t'as un médecin, puis t'as une infirmière, puis tu sais, mais c'est très beau, donc on veut habiter là. Puis l'importance de la mixité sociale, c'est qu'on a eu tendance à ghettoiser les gens, puis à venir... c'est comme une ségrégation, finalement, tu sais. Les isoler on d'une les place, isole, on les on oublie. vient... Puis ça,
au plus profond de la culture québécoise, évidemment, on est dans la tolérance, on est dans l'acceptance, ça fait partie de nos valeurs, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est que dans l'application, ce que ça crée la chance d'avoir des contacts avec toutes sortes de personnes qui vont amener un arc-en-ciel de possibilités à ces gens-là de se développer dans plein de sphères. Alors que si on prend ces gens-là puis on les ghettoise, ça veut dire qu'on a fait un petit peu qu'est-ce que les HLM ont fait dans le temps avec leur niveau de connaissance qu'ils avaient, c'est des mettre dans des places ensemble, ghettoisés, puis le kit. Ce que ça crée, ça crée le stigmatisme du contexte, c'est plus fort que l'individu. Fait que si ton environnement est jamais capable d'être différent de qu'est-ce que t'es, ben tu vas être égal à ton environnement. Fait que ce qu'on voit, c'est que dans la majorité du temps, les gens qui ont habité dans des HLM ou dans les OMH deviennent des produits du marché. La même chose qu'une personne qui était à Stanislas à Montréal, dans l'école privée, a 80%, 90% des chances de devenir un produit de son environnement. Donc, la réflexion derrière de la mixité, c'est de dire, ben, si on mixe tout le monde ensemble, ben, on pourrait créer plus d'opportunités de lever up. Plus d'opportunités équivalentes aussi au lieu de entre les niveler, différentes classes sociales. Au lieu de niveler vers le bas, on nivelle vers le haut. Mais comment tu fais pour rendre ça attrayant, mettons, pour une différente classe sociale? Par l'architecture. Par l'architecture. Par l'architecture. Par le design. Il faut arrêter de prendre le monde pour... tu sais, si on prend... puis il faut se donner les moyens. Parce que ces gens-là qu'on produit aujourd'hui, qu'on leur fait vivre ça, c'est pas eux autres le problème. C'est les enfants qui naissent là-dedans. C'est les gens qui voient ça. C'est leur quotidien d'être exposés à ça. Puis ça devient la normalité. Fait que comment on fait pour devenir attrayant? Ben, c'est que il faut élever la conscience. C'est dire, savais-tu que moi, en ce moment, je vois pas mes vêtements? Mais je vois les tiens. Fait que si je m'habille actuellement, c'est principalement pour toi, là. Fait que l'architecture, là, ça appartient à tout le monde. C'est qu'est-ce que nous autres, on voit dans la rue. Fait que comment qu'on fait pour accepter que ces gens-là, si on doit se rendre jusqu'à expliquer ça, d'ailleurs, là, c'est assez... Pour moi, c'est un concept qui me rentre pas dans la tête, mais mettons qu'on devrait aller jusqu'à expliquer ça, c'est de dire, ben regarde, je vais me donner les moyens que tu acceptes qu'ils soient là parce que l'architecture va être crissement belle. Puis là, il faut faire attention qu'on ne rentre pas de dire, ben là, pourquoi on a fait ça pour eux autres? On l'a pas fait pour toi, Baptiste. On l'a pas fait pour eux autres, on l'a fait pour toi parce que tu n'es pas capable de voir différemment de ce que tu as vu dans l'enveloppe. OK, puis, mettons, avec cette optique-là, c'est sûr que tu vas avoir des pommes pourrites, no matter what, right? Ça tombe bien, il y en a même qui font 100 000 par année des pommes pourrites. Oui, ça, c'est sûr. Il y en a dans toutes les classes, ça, c'est sûr. Moi, j'avais un gars que je connaissais très bien qui vendait du crack. Puis, savez-vous... C'était-tu ton vendeur à toi? Non. non, mais c'était quelqu'un que... Évidemment, tu sais, je veux dire, maintenant, on peut faire semblant que personne n'a jamais connu un dealer, là, mais là, tu sais, je veux dire, je le dis ouvertement. Fait que moi, je connaissais quelqu'un que lui, il vendait, puis là, ben, évidemment, quand il vend de la drogue, c'est rare qu'il dit qu'il vend du crack, mais tu sais, finalement, à un moment donné, il a fini par... Moi, j'ai discuté avec lui, puis... Parce que pas que je ne suis pas un acheteur de drogue, tu sais. Genre, je vais me tenir à la SQDC si j'ai besoin de quelque chose, mais mettons que juste pour écouter son parcours à lui aussi, j'étais curieux de savoir. Puis lui, il était très percutant quand il parlait. Puis il me disait que les places qui faisaient le plus d'argent, c'était dans le centre-ville de Montréal, vers 4h30 jusqu'à 6h30, quand le monde descendait des taux. C'était là ses meilleurs clients. OK. Tu comprends? Parce qu'il y avait les moyens de leur ambition. Ouais, c'est ça. Fait que, alors que, tu sais, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, dans des taux, c'est des pommes pourrites? Alors qu'une mère de famille qui a géré 2 enfants qui se bat pour essayer de mettre du pain sur la table, c'est une pomme pourrite parce que la fille, elle a tombé 2 fois en dépression puis qu'elle est dépendante affective. T'sais. À un moment donné, c'est dur de... faut faire attention de ne pas venir vraiment prendre ces gens-là puis les crisser dans des catégories. Mais je te laisse continuer, excuse-moi. Ça Non, mais c'est bon. Non, mais je disais dans le sens, tu sais, parce que s'il y a une réputation associée à ça, ben c'est parce qu'il y a eu des pommes pourrites dans le passé, tu sais, veux pas... Comment tu fais pour dealer, puis le vendre et le rendre attrayant à ceux qui occupent déjà la municipalité, par exemple? S'ils utilisent ça comme argument. C'est vraiment vrai. Ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Puis aujourd'hui,
encore une affaire, peut-être qu'on n'a pas... J'ai été le premier, je pense, à parler du mot acceptabilité sociale. Puis, tu sais, moi, j'ai comme la vigueur de mes valeurs. Fait que, je le dis haut et fort, tu sais. Puis là, le monde était c'est l'acceptabilité sociale, tu sais. Ben aujourd'hui, man, il n'y a plus un promoteur qui est capable de lever un fucking 6 logis s'il ne comprend pas c'est quoi l'acceptabilité sociale. Puis l'acceptabilité sociale, ça vient pas tout seul, ça vient avec le courage de ses valeurs, du courage politique. Ça vient aussi avec une vision. Parce que si on ne décide pas aujourd'hui, puis là, je vais prendre un échantillon. Là. On prend l'échantillon Saint-Jean. Ouais, prenons l'échantillon. On va t'en donner une belle échantillon. Vas-y. L'échantillon Sherbrooke. OK? On a 180 personnes qui habitent en dessous d'un pont actuellement. OK? C'est à peu près ça le nombre d'itinérants là, qui vivent à Sherbrooke. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est une zone isolée. Il n'y a pas de possibilité. La mobilité les coupe. Les services de proximité, bon, on est centralisés dans une métropole, appelle-la de même. Mais là, on fait quoi avec ces gens-là? Puis demain, là, c'est pas un phénomène décroissant, là. C'est un phénomène croissant. Puis des fois, on entend à la radio de dire... j'entendais des commentaires négatifs parce que le maire de Québec est parti à Copenhague faire une mission pour aller voir comment on a enrayé ça, tu sais. Comment on a fait. Ça prend du courage politique. Puis le courage politique, ça vient pas toujours avec des applaudissements. Ça vient avec une vision, puis ça vient avec des convictions. Des convictions. Si on n'aurait pas eu le maire Jean Drapeau, peut-être qu'on n'aurait jamais eu de métro. Peut-être qu'on n'aurait jamais eu de stade olympique. Mais je suis pas sûr aujourd'hui que Jean Drapeau, s'il serait à Montréal avec Facebook, Instagram, TikTok, les médias, Facebook, TVA Nouvelles, s'il serait applaudi pour aller jumper la ville pendant 4 ans pour creuser des métros, pour que le monde se rende de l'argent, que la mafia investisse dans ça, puis que le monde vole des matériaux, puis tout ce qui s'est passé. Et Chris, aujourd'hui, on hérite quand même du métro de Montréal, puis on est rendu une métropole. Fait que ça a pris du courage politique, ce qui vient pas toujours avec des bonnes choses, des mauvaises choses, mais ça en est. Fait que dans le contexte de l'intégration, moi, je l'ai vécu de façon aiguë avec mon centre de jour, qui sont mes locataires, où que j'ai été sur le terrain avec les intervenants puis les gens qui portaient le projet pour aller parler aux citoyens, puis les rassurer. Puis il faut écouter ces gens-là. La première étape dans un dialogue, c'est d'écouter. Parce que, genre, si quelqu'un revendique quelque chose, la première affaire qu'il va revendiquer, c'est une peur. Puis c'est d'aller voir c'est quoi cette peur-là, puis elle est fondée sur quoi. Puis le problème des politiciens, c'est souvent de soit contourner ça, cette peur-là, c'est-à-dire de l'éviter, de ne pas répondre à cette peur-là, plutôt que de l'affronter, puis de venir la démonter. Tu comprends? Fait que le centre de jour qu'on a mis en place, on a écouté ce que les gens avaient à dire. C'était quoi que tu avais peur? Bien, on a peur qu'ils marchent dans la rue. Parfait. Bien, on a eu de la présence policière. On a peur de quoi? Bien, on a peur de vol. Alors que ces gens-là ne volent pas. Ils n'ont même pas d'argent, Chris, pour s'acheter des ramen. Ils n'ont certainement pas une drill pour driller ta porte, tabarnak. Ouais, c'est genre, des... Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait? Même quand on l'a dit, on est venu installer 8 caméras. Tiens, regarde, c'est ça. Mais c'est correct que tu aies peur parce que c'est nouveau. Puis la nouveauté, c'est de l'inconnu. Puis l'inconnu, ça fait peur. Fait que, comment qu'on fait pour faire accepter ça? C'est d'ouvrir des dialogues puis de parler le plus longtemps possible avec ces gens-là jusqu'à temps qu'on aille jusqu'au fond des choses. Puis évidemment, s'il y a des militants de l'opposition, à un moment donné, le narcissisme on peut pas combattre le narcissisme d'une personne qui est convaincue que on a entendu plein de choses. Dans l'itinérance, on entend plein. T'entends du monde qui disent il n'y a pas de pinotte. S'il n'y a pas de pinotte, il n'y a pas d'écureuil. Là, à un moment donné, oui, OK, ils vont aller ailleurs, mais il va en avoir d'autres. Fait qu'après ça, on va-tu dire que les maisons de chambre, c'est la même affaire, t'sais? Ah, ben là, s'il n'y a pas de pinotte, il n'y a pas d'écureuil. Ça veut dire que là, si on coupe toutes les maisons de chambre, ben on n'aura plus ce strat-là. C'est faux. C'est faux, ça, là. Puis à un moment donné, c'est qu'aussi, on vient couper le tissu urbain puis on vient couper la mixité sociale. Fait qu'il y a une question d'ensemble, mais en ce moment, on est dans une époque où que là, on vient de frapper un mur. Il y a du monde, ils disent le mur s'en vient. Là. Je te dis, là, l'impact est arrêté. Là, c'est comme l'effet atomique. Là. La bombe, quand elle est arrivée à Hiroshima, là, elle a pété. Mais c'est l'après qui était grave. C'est pas l'impact. L'impact, c'était l'impact d'un missile. C'est l'après qui était grave. Là, on va vivre les radiations. Fait que si on veut contrôler l'explosion, c'est qu'il faut agir maintenant. Avec les outils qu'on a, puis think out of the box. Puis heureusement que la SCHL
travaillent sur aller chercher des fonds RD. Puis même si c'est encore compliqué de faire affaire avec la SHL, ils veulent que le monde pense, là, parce que là, ils sont comme, hey, nous autres, là, on est limités. Là, on lève la main, on a un problème. Puis ça, je salue cette initiative-là. C'est du pur génie. Je sais pas, j'ai été trop loin, mais... Moi, je salue je salue ton audace. Moi, je joue l'avocat du diable. Là. Ben, moi, j'admire ta dédication, puis j'admire ton initiative, puis ton authenticité aussi d'être aussi solide dans tes convictions. Vraiment. Puis, ça, en fait, justement, pour faire un parallèle sur ton parcours, ça vient de quelque part. Je veux dire, tu as du bagage, non seulement dans les connaissances que tu as de la situation actuelle, mais tu as vécu ça un petit peu en grandissant parce que tu n'as pas grandi dans la richesse, tu n'as pas grandi dans une grosse piole, dans un manoir. En fait, c'était peut-être même tout l'inverse de ça. Oui, ben en fait, c'est sûr que, tu sais, chaque parcelle de ton passé va se refléter dans ton futur, tu sais, ou dans ta vie. Peu importe ce que tu as vécu quand tu étais petit, peu importe ce que vous faites vivre à vos enfants en ce moment, ça fait partie d'eux autres, tu sais, dans le futur. Puis moi, j'ai été quand même chanceux parce que mes parents, c'était des bons parents, tu sais. Genre, puis c'était des gens qui étaient surtout à l'écoute. C'était... Ça, ça fait déjà beaucoup. Quand t'as pas l'argent, t'es à l'écoute, tu sais. Puis mon père m'a montré aussi la force du travail. C'était un gars qui était travaillant, tu sais. Mais nous, on habitait dans une maison mobile. Puis... le monde, il venait nous voir puis il nous disait qu'on n'avait pas une vraie maison. T'sais. Là, quand t'es un enfant, là, tu regardes ça avec l'extérieur, tu dis, mais non, toi, t'habites dans une roulotte. Puis là, nous autres, il y a un moment donné, mon oncle... des roues dessus? Ou... Non, mais c'est ça. Nous autres, c'est-tu un gros parc? Nous autres, on habitait dans un trailer park. OK. Fait que genre... puis c'est drôle parce que souvent, je fais... Là, il faut que je fasse écouter ça à ma blonde. Là. Je dis, si tu veux comprendre comment ça marche, on va écouter Trailer Park Boy. C'est pas très loin de la réalité. OK, sérieux. Ah oui, ben non, mais Chris, à un moment donné, c'est un phénomène social. T'sais. On parle ça vient un peu de là. On n'est pas dans la mixité là, dans le Trailer Park. T'étais-tu un peu un des personnages dans ton jeune moi, temps? J'étais FNF entre Julian et Randy. Là. OK, pas Bubbles. Non, j'étais pas... Non, mon père, il tirait ses chats. Aujourd'hui, ça se verra plus vraiment. Mais il était en tabarnak, un chat avec sa petite palette. Puis, tu sais, c'était même pas une palette pour snapper. C'était genre un RAW 72, man. Je suis même pas sûr que tu mettais ta main, ça faisait rien. Assez, à un moment donné, moi, mon frère, on a trouvé son gun, puis on s'était tiré dans le pied, voir si ça faisait rien. Ah, tabarnak. Puis, ça te fait mal? À proximité, là, ça snappait. Tu sais, genre de même. Là, mon frère, hey, t'es sûr? Hey, man. Vas-y. T'es pas game. Non, toi, t'es pas game. Là, tu sais, ça, c'est en attendant ma mère de l'école, tu sais, avec le gun. Imagine-toi aujourd'hui, j'ai peur d'avoir mes 4 enfants, tu sais, genre... C'est des niaiseries qu'on a faites, ça. OK, toi, prends le gun puis tire sur moi. Je suis pas capable, man. Je suis pas capable. Hey, donne-moi le gun, esti. Là, 3, 2, 1. Ça fait mal. Finalement, on n'a plus jamais tiré ses chats après. Parce qu'on sait, tu as compris que ça... Ben oui, ils font ça, je pense, à l'école de la police. Là, ils donnent un petit coup de spray dans la face pour te montrer. Ouais, ou le taser. Quand tu fais le cours de taser, tu veux jouer avec un taser, tu vas faire c'est quoi le taser. C'est arrivé 2-3 fois qu'ils sont arrivés le soir à la maison puis il y avait un chat sur la table pour manger. Pour le soir. C'est ça, c'était le snap. Depuis ce temps-là, c'est là qu'ils ont arrêté. Mais ça pour dire que dans ça, c'est qu'à un moment donné, moi, mon rêve, c'était, je me disais, Chris, une roulotte, c'est une affaire avec des roues, c'est pas ma maison, mais j'ai une maison, tu sais. Puis on combattait, moi, mon frère, à toutes les personnes qui disaient qu'on n'a pas de maison, qu'on a une maison. Fait que, tu sais, je suis grandi avec ça. Puis, à un moment donné, ben, aussitôt que j'ai pu avoir une maison, j'ai eu des maisons, j'en ai des crises de grosses en plus. J'ai vraiment voulu, tu sais, avec du recul, me prouver socialement en disant, j'ai une maison. J'ai même plusieurs maisons. Puis là, tu sais. Une grosse cabane. Puis aujourd'hui, quand tu rewinds cette cassette-là, puis tu vois aussi tout ce que ce milieu-là m'a apporté, tout ce que ça l'a fait. Puis, tu sais, on allait beaucoup manger chez ma grand-mère parce qu'on n'avait pas beaucoup de cash qui était justement dans le quartier que j'étais en train de racheter. Puis, c'est là que tu vois que, inversement proportionnel à l'argent, l'amour que tu reçois est souvent débalancé, tu sais. Fait que tu reçois beaucoup plus en quelque chose qui n'est pas tangible que, genre, à la fin, tu te dis, moi... ma grand-mère, c'est ça, j'étais fucking millionnaire. T'étais riche, là. J'étais fucking millionnaire, tu sais. Pas mettre de prix sur le support moral. Non. Puis tu vois du monde qui sont crissement pleins, puis crissement tristes, qui n'ont pas de vie de famille, qui n'ont pas accès à ça, ce bonheur-là, tu sais, qui...
Fait que quand tu prends juste un 2 minutes pour réfléchir à ça, tu fais comme, ben, tu sais quoi, man? Je pense que le gars à Westmount, il est triste. Je veux pas Puis là, sa ils vont vie. dire, hey, man, c'est pas vrai, man. Il a bien de l'argent. Il est pas riche. Tu sais, ça aide beaucoup au bonheur. Ouais, non, je te dis, je te dis, man. Man, j'en connais du monde qui sont crissement plein, puis c'est pas nice tant que ça, leur vie. Fait que je suis sûr qu'eux autres, ils aimeraient ça manger de la pizza avec du Pepsi un vendredi soir avec une grand-mère qui veut flatte les cheveux. Genre, C'est vrai, man. tu comprends? Ouais, oui. Parce que c'est peut-être juste ça qu'on peut se payer à soir, mais c'est crissement plus que tout seul à manger ton caviar en gardant le vide. Tu comprends? Ça, tu t'en rends compte aujourd'hui, dans le temps, tu t'en rendais-tu compte? À quel point tu étais privilégié de vivre ça? En tant que petit gars, des fois, ça peut être plus difficile, là, mais... Je sais pas si... je pense pas avoir vécu... Tu sais, je pense pas avoir été matériellement malheureux. Mes parents, en tout cas, me l'ont pas fait sentir. Genre, est-ce que je sentais que j'étais... Aujourd'hui, quand je vois... On dirait qu'à partir de 30 ans, tu prends des prises de conscience plus raides, plus rapidement. Puis là, tu te rends compte, tu fais comme... Et Chris, man, j'étais vraiment chanceux. J'étais pas chanceux, j'étais vraiment chanceux de l'avoir, tu sais. Puis cette mentalité-là, est-ce que tu l'inculques à tes enfants aujourd'hui? Tu utilises un peu le contraste de la reconnaissance, justement, puis de ne pas prendre ce qu'on a pour acquis. Puis... Ben, tu sais, c'est sûr que tu cherches toujours à donner à tes enfants ce que tu n'as pas eu. Puis ça, c'est sûr que le combat que tu peux avoir, c'est de vouloir de suivre. La ligne est mince quand tu fais de l'argent entre quand t'es plus chanceux, quand t'as réussi, puis le kit Quand t'as de l'abondance. Quand t'as de l'abondance, de vouloir partager. En t'es gâté, puis pas que ce soit enfant roi non plus. Exactement. Puis il y a toutes sortes de réflexions qui mènent à ça. Puis tu sais, je vais illustrer qu'à un moment donné, j'avais une maison. Quand j'avais fait l'émission, j'habitais dans une maison qui était dans un quartier X, Y, Z. Puis je me souviens qu'à un moment donné, genre, j'avais dit à la mère de mes enfants à ce moment-là, on décrise. Je veux plus que mes enfants soient témoins oculaires de ce qu'ils voient dans le quartier. C'est une fête d'enfants avec genre un carnaval qui arrive avec une montgolfière dans la cour, puis là, tu fais comme. C'est pas la réalité, ça, là. Tu sais, man, OK. Tu sais, genre, tu sais, mais puis à la limite, c'est toi qu'il faut qu'il reste responsable à dire c'est ça, tu sais. Puis mes enfants étaient choyés parce que leur mère a l'accès à plein de choses qui lui donnent accès à des super belles expériences, puis le kit. Mais je pense que c'est l'effort de tous les parents de leur rappeler que, genre, à quel point ils sont chanceux dans les petites choses. Puis moi, je suis une personne qui embarque dans leur trip, tu sais. Okay. Mon gars, il aime les graffitis. J'ai tourné à de serre. J'ai acheté des plywood. J'ai cassé ça dans le garage. Faisant mon chum. Tu vas en faire, amuse-toi. J'ai acheté une toile là, de 4x8. J'ai tapé ça avec du velcro dans sa chambre. Il peut faire des graffitis dans sa chambre. Ouais. Tu sais, parce qu'en réalité, c'est peut-être ma façon abondante d'embarquer dans un trip pour que si la personne, c'est ça qu'elle veut, tu sais. Ils sont en contact avec toutes sortes de monde weird, peut-être, ou tu sais, dans leur entourage. Je sais pas si c'est ça, weird. Tu pousses l'expérience plus que le bien matériel. Tu sais, je pense que c'est de leur montrer que l'entourage, ils sont très en contact avec mon entourage. Ils sont vraiment pas dans le jugement, puis ils ont été chanceux parce qu'ils ont vu toutes sortes de monde. Puis ils sont habiles dans toutes sortes de monde. Puis je pense pas qu'ils font une différence entre les classes sociales. Ce qui est bon. Ce qui est le plus important, selon moi. Puis justement, parlant de valeur puis d'authenticité, dans ton parcours, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu le backtrack, qu'il y a eu le JF Tremblay qui est resté authentique depuis le début, que tu as choisi un parcours qui était probablement justement pas sans jugement, puis pas ce qui était peut-être très tabou même. Tu t'es probablement fait lancer des roches beaucoup, même dans ton ascension. Tu sais, maintenant, tu es une des personnes les plus réputables puis à qui les gens se réfèrent le plus dans le milieu de l'immobilier. Comment que tu t'es rendu là avec le personnage que tu as mis de l'avant pendant si longtemps qui a probablement pas fait juste des heureux puis juste des gens qui étaient derrière toi à t'encourager? Comment tu as fait pour te rendre là en bout de ligne? Tu veux dire par rapport à quoi? Par rapport à... Tu sais, je veux dire, quand tu as fait ton émission Les chasseurs de maison, quand tu as fait, même dans tes formations, je veux dire, tu n'as jamais
pesé tes mots, tu n'as jamais Non, pris le temps de prendre soin, de t'assurer que tu fitais parfaitement dans le cadre puis que l'information que tu mettais de l'avant était peaufinée. Je comprends. Tu te gênais pas de dire que la vieille crise de Pauline, si tu veux pas m'entendre sacrer votre temps. C'est ça. J'ai été... c'est très intéressant qu'est-ce que tu amènes. Effectivement, quand que tu proviens probablement du milieu que tu n'as pas peur de dégringoler. C'est l'un des avantages de la rue. C'est que quand tu es... C'est pour ça que je comprends les gens qui habitent dans la rue. Un gars qui n'a plus rien à perdre, là, c'est un gars dangereux. Fait que, puis moi, j'ai considéré longtemps que j'avais pas grand-chose à perdre. Parce que genre, je savais que j'étais capable d'être heureux dans une maison mobile ou que la société nous avait imposé mentalement que c'était la dernière étape. Fait que moi, je me disais, si moi, je peux être heureux dans ma dernière étape, pas peur de rétrograder, tu comprends? Fait que aimez-moi pour ce que je dis ou haïssez-moi pour ce que je dis, mais genre, ça va être ça. Quand j'ai fait Le Chasseur de maison, qui est un personnage, je m'étais tapé les 8 saisons de Duck Dynasty, puis tout ce qui était alentour d'Elvis Gratton. J'ai créé un personnage de toute pièce qui était Le Chasseur de maison, qui était c'est comme une étape numéro 2 de ma personnalité, dans le sens où c'est la version édulcorée de ça. C'est du show, là. C'est un spectacle. C'est un spectacle où j'ai eu un beau trip. J'avais l'impression de filmer avec mon chum. On se déguise, puis là, Simon, il était de même, le réalisateur. J'avais cette relation-là de... quand t'es jeune, t'as une caméra, puis où tu fais une pièce de théâtre à tes parents. J'avais l'impression que j'étais en train de faire un film avec mon chum, puis OK, là, sors de là, puis fais ça. OK, cool, on le fait. Puis, fait que c'était ça. Après ça, je suis devenu plus du GF. Puis, je pense qu'on était prêts à le marché de l'immobilier. Quand je suis arrivé avec Philippe Academy, je pense que le monde sont arrivés en faisant comme tabarnak, OK, genre. Je me souviens d'une formation que, genre, on disait, est-ce que ça prend une licence RBQ pour, genre, faire des flips? Je me souviens. Alors qu'un compétiteur disait à tout le monde, non, tu trouves une compagnie, puis ta ferme. C'était une fraude. Fait que, nous autres, on était comme, man... nous autres, on donnait pas de formation. On était comme, c'est comme une menterie, ce qu'il dit. Il manque des étapes. Puis moi, j'étais comme, une menterie. Puis moi, je suis très revendicateur. Fait que là, man, je suis comme, une menterie. Genre, j'étais comme, outrage. Fait que, tu sais, j'étais arrivé en donnant une formation. Il y a eu 300 personnes. Et la personne qui donnait la formation, qui était frauduleuse, était dans l'assistance. Puis elle s'est faite démolir par le monde. Il allait le voir, puis il faisait des points dans le chest. Puis j'étais comme, pauvre gars qui a essayé de venir ici socialement un peu désorganisé. Qu'est-ce que tu viens crisser ici? Puis alors que j'étais arrivé en disant, ça va être ça, je vais dire la vérité. Puis si tu m'aimes pas, je m'en crisse un peu dans le fond, tu sais. Puis si tu m'aimes, ben tant mieux. Tu sais, probablement que je serais aux États-Unis, puis j'aurais le personnage que j'ai là, je serais déjà multimillionnaire, tu sais. Parce que aux États-Unis, des gars comme... qui polarise, ce n'est que ça, puis c'est très valorisé parce qu'on aime ça aux États-Unis, être dans l'acceptance puis dans des personnages. Alors qu'au Québec, on ne veut pas déranger. C'est la politique de consensus populaire. On est dans le risque zéro. Fait que ça fait une société qui est stagnante aussi. C'est un peu Gary Vaynerchuk du Québec. On peut dire ça même. Corrige-moi si je me trompe. J'ai remarqué, moi, depuis 1 an à peu près, tu as quand même changé ta façon de... Il y a quand même le GF après l'émission qui était quand même encore rough. Mais depuis 1 an, je trouve que tu t'es calmé un petit peu. Puis quand tu parles, peut-être tu pèses un peu plus tes mots. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé maintenant dans le nouveau milieu que tu travailles plus? Il y en a un. Nous autres, on a une grosse partie de notre business qui se trouve à être de la politique. C'est la classe politique. Puis encore aujourd'hui, dans cette classe-là, il y a beaucoup de gens qui sont là par erreur. Parce que souvent, il y a de la politique, il y a beaucoup de façons de faire ça, mais une des façons de faire, c'est de gagner une élection en te faisant élire. Fait que tu peux te faire élire de toutes sortes de façons. Comme, mettons, exemple, être le propriétaire d'une compagnie de tonte de gazon et connaître beaucoup de monde. Mais ça fait pas de toi nécessairement une personne très érudite. Fait que, genre, cette personne-là n'est pas apte à recevoir mon message. Puis là, je me trouve pas que je suis pas Raël. Là. Je suis pas là à être en train d'évangéliser les gens. Mais il y a une question qu'à un moment donné aussi, si je veux continuer à faire ma mission puis d'être capable d'avancer, je dois changer des fois ou adapter mon message à la personne qui est mon interlocuteur.
c'est peut-être ça la sagesse. Fait que, mais au final, il faut que tu dises c'est quoi qui est le plus important. C'est-tu le message que tu livres ou l'action qui en découle? T'sais? Moi, je pense qu'au final, c'est l'action qui en découle. Fait que j'ai peut-être appris à fermer plus ma gueule, genre dans des moments où c'est pertinent de le faire. On va dire ça même. C'est bon. Puis je pense qu'en bout de ligne, le message reste le même, tes valeurs sont les mêmes, c'est juste peut-être ta façon de livrer le message Exactement. qui est un petit peu plus posée maintenant. C'est aussi, ça fait mon affaire. Il ne faut pas dire que je me sens pas en reste de ça. C'est une bonne question. Ça rouvre la porte à toutes sortes de choses, l'authenticité, puis toutes ces réflexions-là que ça mène, c'est ceux-là que tu nommes. T'sais. Fait que c'est... Comment aborder ça, je ne sais pas. T'sais. Moi, je pense que ça s'est fait pour être capable de faire plus d'actions. Là, je reste la même personne avec les mêmes idées. T'sais. Genre, c'est juste que je vais plus faire attention à comment je vais le dire pour peut-être même le dire plus intelligemment. T'sais, je vais me forcer pour que le message soit encore plus intelligent. Peut-être, c'est peut-être plus ça. Ouais. C'est le contenu peut-être plus intéressant que quand tu faisais un podcast à Trois-Rivières puis que... Peut-être. Puis qui était très drôle. C'était très drôle. Mais il y avait des messages là-dedans aussi. Oui, en effet. Il faut entendre le message en arrière de l'humour. En bout de ligne, c'est ça aussi. Puis je pense que ça dépend qu'est-ce que tu recherches. T'sais. Fait il y a des gens qui vont bien répondre. Puis, moi, une des premières choses que je t'ai dit, c'est que initialement, j'étais fermé parce que la seule chose à quoi je me fiais, c'était la première image que j'avais qui, selon moi, correspondait pas avec ce que je voulais projeter. T'sais. Mais j'ai pas creusé plus loin. J'ai même pas pris le temps d'essayer de voir qu'est-ce que tu avais à communiquer à ce moment-là. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça a été on me, là, ça a été mon erreur parce que à ce jour, le ratio, là, je sais pas si ça se calcule, mais le ratio d'heures de formation que j'ai fait avec toi versus qu'est-ce que je mets en application concrètement, c'est 100 fois plus que les autres bonnes plateformes que j'ai utilisées, les autres bonnes formations que j'ai eues avec des bonnes écoles. Là, je veux dire, c'est pas pour enlever rien à personne, mais c'est une façon de venir planter des graines puis de véhiculer un message qui est no bullshit, qui est straight to the point. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça répondait énormément. Puis ça a changé ma vie, ça a amélioré ma business, ça a amélioré ma façon de communiquer, ça a amélioré ma façon de rester plus authentique parce que tu sais, tu as l'authenticité dans un sens où est-ce qu'on dit, ben oui, tu as une façon plus vulgaire peut-être d'approcher un sujet. Ben moi, je manquais d'authenticité parce que j'avais une façon trop cadrée d'aborder un sujet. Puis je pense que quand tu restes fidèle à tes valeurs, puis peu importe la façon que tu vas communiquer le message, en bout de ligne, c'est ce que tu veux dire ou c'est le but ultime que tu veux atteindre et non pas de la façon nécessairement que tu le dis. T'sais. On a une culture au Québec de plein de choses qui deviennent, qu'on normalise quand on est jeune, tu sais que il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, il faut agir de telle façon. Puis il y a des choses qui sont importantes parce que avant tout... je pense que la chose la plus importante, c'est le how to be. T'sais. Je pense que c'est... Tu parlais tantôt des enfants. Je serais crissement content que mes enfants, ça soit des bonnes personnes. Au-delà d'avoir réussi. La réussite financière, c'est pas garant d'être une personne qui est une bonne personne. Qui a des bonnes valeurs. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'authenticité des enfants, de dire, hey, gars, il y a de la place pour ta personnalité. Il y a de la place pour ce que tu es. Puis c'est correct, tu sais. Puis merci pour tes bons commentaires. Tu sais, ce que je pense qu'avoir fait, c'est que ça veut pas dire que... Puis je l'expliquais dans mes cours. Moi, j'ai un personnage-type peut-être plus précis ou différent. C'est correct dans même, je l'accepte. Puis ceux qui sont prêts à entendre mon message ou qui entendent ce que j'ai à dire le comprennent ou de la façon que j'ai à dire, tu sais. Fait que il y a Antoine de Saint-Exupéry qui disait, tu sais, le langage est source de malentendus, puis c'est vrai, parce que ça veut pas dire que parce que je discute de quelque chose, puis je suis capable de capter l'attention, que ça va vraiment, tu vas entendre ce que j'ai à dire nécessairement. Puis la vulgarisation, qui est probablement une de mes forces, effectivement, dans des concepts qui sont complexes des fois, je parle beaucoup en images. Fait que ça va venir structurer dans la tête du monde, en plus de l'entendre, une image que tu peux te faire dans ta tête de ça, tu sais. Des fois, c'est drôle. C'est parce que c'est une mémoire photogénique, ça? Moi, c'est principalement lié avec un trouble qui avait été décidé il y a longtemps d'un petit TSA, où que la raison pourquoi que j'ai réussi beaucoup dans la vie, c'est que j'ai une mémoire photogénique très poussée. Parce que ça fait, c'est que je suis capable de te décrire, mettons exemple, en rentrant dans le cours,
là, ça n'est pas un bon exemple ici, mais mettons, je visite une maison, je pourrais te dire tous les éléments qu'il y a dans la maison. Je pourrais te dire la couleur des poignées de porte. Je pourrais te dessiner la maison sur un plan. Je pourrais te dire où c'est que sont situées les prises dans la maison que j'ai visitée juste une fois, qui a 41 pièces. Par contre, je serais incapable de te donner l'adresse. OK. Ni le nom de la rue. Fait que, tu sais, je peux te la décrire jusqu'au bout. Mais c'est ce qui a fait que quand j'étais au secondaire, ben, je réussissais très, très bien parce que moi, j'avais juste à étudier le soir, à reviser mes notes, puis le lendemain, c'est comme si ça apparaissait comme dans une histoire, tu sais. Alors que quand je suis rentré au cégep puis que j'avais besoin de me forcer, mais là, mon cerveau, il était plus en coopération. Fait que j'ai une grande mémoire, exemple, des visages, mais pas des noms. OK. Ça doit être une note des forces, c'est peut-être pour ça que tu es aussi capable de peindre l'image pour l'audience. C'est exactement ça. C'est comme si tout se faisait dans une histoire dans ma tête. Fait que, genre, ça fait des fois, j'overthink aussi. Là. Il y a des penchants négatifs de ça. Là. C'est pas juste... la noie, elle apparaît des fois. C'est pour ça que quand tu fais une formation, tu tombes sur la première page du PowerPoint, puis là, tu divagues, puis à la fin de ta formation, tu es encore sur la même petite page. Merci de m'avoir Il n'a jamais flippé au final. Exactement. Mais j'ai tout récemment fait une présentation, en fait, la semaine dernière, puis dans cette présentation-là, j'avais un PowerPoint, puis là, j'étais comme déstabilisé parce que c'est très, très rare que j'ai des keynotes avec moi. Et puis tu sais, bon, c'est souvent plus une béquille que d'autres choses, mais tu sais, c'est important de l'imager, mais je pense que quand tu regardes un show de Jean-Marc Parent, tu n'as pas vraiment besoin de support vidéo pour comprendre où c'est qu'il s'en va. T'sais. Il est capable de faire voyager. Exactement. Ah ouais. Puis, d'ailleurs, c'est des œuvres qui sont vraiment... C'est un œuvre que ce gars-là a laissé. Tu prends ça, puis Marc Favreau, c'est des super raconteurs qui étaient capables de te faire voyager par leur parole. JF, c'est réellement un honneur de t'avoir ici. Je le sais que je l'ai dit au début, mais je veux réitérer à quel point cette entrevue-là fait réfléchir, puis à quel point les points qui t'amènent, comme je disais tantôt, sont frappants. Il y a une façon de recevoir l'information que tu livres qui est dure à expliquer. Puis, tu sais, mettons, l'entrevue qu'on a eue aujourd'hui, c'est pas nécessairement la tournure ou la direction que je pensais que cette entrevue-là allait prendre. Puis, je pense que c'est ça qui fait ta beauté ou ce que t'apportes, c'est que on sait jamais nécessairement vers où que ça va aller, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on le sait que ça va être pertinent, puis que ça va être instructif, puis que ça va être passionnant, puis inspirant, puis t'as pas fait défaut aujourd'hui, encore une fois. Tu nous as vraiment amené des belles pépites. T'as été super inspirant. Merci pour ça. Malheureusement, on n'a pas touché tous les sujets que j'aurais aimé toucher. Exactement. Je pense que j'aimerais ça que tu nous accordes le privilège peut-être de te recevoir pour une seconde entrevue où est-ce qu'on pourra rentrer peut-être un petit peu plus in-depth dans ton parcours puis suivre les étapes puis aller plus sur un volet storytelling. Comme ça, on va pouvoir justement apprendre à te connaître puis voir toutes les embûches puis ce que tu as traversé pour te rendre où est-ce que tu es parce que, évidemment, que ça aussi, c'est super inspirant. Si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui pour finir ça, pour les gens qui écoutent, pour nous ici, même dans ton audience là, devant toi, comment on pourrait finir ça aujourd'hui de belle façon? Est-ce que c'est un podcast qui parle d'immobilier ici, des fois? Entre autres. En fait, on reçoit des intervenants de différents backgrounds, puis on met l'emphase sur différents sujets, dont le parcours, dont les enjeux, justement, sociétaires aussi. Fait que, je pourrais donner un truc d'immobilier. Oui, absolument. Let's go, man. Tout à fait. Parce que ça, je fais de l'immobilier. Moi, je dirais que les gens ont tout intérêt à communiquer avec l'OMH pour apprendre comment fonctionnent les PSL. Peux-tu expliquer pour l'audience, ça pas c'est quoi? Ben, moi, en particulier. Subvention au logement, c'est des crédits qui sont décrétés par le gouvernement québécois. L'aide à ça, puis il y a beaucoup qui s'en vient avec de la belle clientèle qui est là-dedans. Fait que ça, c'est un truc que je vous donne. Je n'en dirai pas plus. Vous allez rechercher puis appeler vos gens. Ça fait partie des futures affaires. Puis sinon, ben moi, ce que je dirais, c'est que on pourrait finir ça en disant, tu sais, l'important, c'est surtout d'y croire avant de le voir, tu sais, parce que, genre, souvent, on arrête parce qu'on est limité par ce qu'on peut voir. T'sais, si on ouvre nos yeux, on a juste la portée de notre vue qui nous laisse envisager qu'est-ce qu'on peut recevoir. Tandis que si on y croit, ben, il n'y a aucune limitation. Fait que le matin, quand tu te lèves, si tu ne crois pas à ça, ben, tu ne seras jamais capable de le voir. C'est ça le mot de la fin.
Amen to that. Amen to that. Hey, solide, messieurs. Bon retour pour une deuxième fois. Tu vas Yes. connaître le chemin là, de toute façon pour tourner à la maison. La bonne journée. C'est déjà pratiqué. Prochaine fois, on fera un petit segment autour du bar. Là. Hey, Ouais, c'est ça, exactement. sérieux, là. Mais là, Un peu vous plus êtes sur tous le pas party, des là. buveurs, là. Ah, Vous ben, êtes en tous ce dans moment- votre carême, là. En ce moment, on est tous sans alcool, sauf toi présentement, mais on se timera là, justement pour que ce soit un petit peu plus festif puis party la prochaine fois. On parlera de ça. Merci encore une fois. Alright, Merci merci. Gab, merci Lou. Solide les mecs, Thank good you, show. boys. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à notre page YouTube, ainsi qu'à votre plateforme de podcast préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues et émissions à venir. À bientôt!